Le 23 janvier 1989, la police va placer en garde à vue 2 jeunes garçons pour un motif assez légitime puisqu'il s'agit du viol d'une jeune fille de 19 ans commis il y a peu de temps. Ces 2 garçons sont Hiroshi Miyano et Joe Ogura. 2 jeunes garçons qui sont plutôt connus des services de police et qui ont l'habitude des interrogatoires étant donné qu'ils font partie des Yakuza. C'est une organisation criminelle japonaise que vous connaissez évidemment puisqu'elle est connue mondialement et qu'ils enrôlent assez jeunes leurs nouvelles recrues. Sans surprise, les interrogatoires ne donnent pas grand chose, les 2 jeunes garçons gardent le silence et ne donnent aucune information aux policiers. Et c'est alors que le 29 mars 1989, l'un des enquêteurs va avoir une idée plutôt surprenante mais qui va marcher. Ils vont faire croire à Hiroshi qu'ils sont au courant qu'ils ont commis un meurtre. Hiroshi sait que Joe est également en garde à vue et commence à soupçonner le fait que son ami l'ait dénoncé. Et c'est alors qu'il va acquiescer et admettre qu'il a commis un meurtre. Une arrestation qui était censée être juste pour un viol se transforme en arrestation pour meurtre et c'est loin d'être terminé. Rapidement, Hiroshi accepte de montrer aux enquêteurs où se trouve le corps de cette prétendue victime. Quand les enquêteurs se déplacent sur place et trouvent le corps de la victime, ils sont très loin d'imaginer l'horreur que Hiroshi et ses amis ont commis sur cette jeune personne. Mais avant tout, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis encore désolée d'avance, je le dis très souvent mais en été j'y peux rien. Malheureusement, tout le monde se met à tondre quand je tourne et en fait tous mes voisins tournent quasiment tout le temps, donc en fait il n'y a pas un créneau où j'ai vraiment personne qui tombe à ce moment-là. J'ai fermé mes fenêtres mais le truc c'est que on les entend quand même super bien. Donc je suis vraiment désolée, mais je peux pas faire autrement que de tourner aujourd'hui, sinon vous aurez pas de vidéo lundi et ça, ce serait vraiment triste. Je vous préviens tout de suite, aujourd'hui l'histoire que je vais vous raconter est la pire histoire que j'ai pu traiter. Je la connaissais de base, mais je ne m'étais jamais penchée autant dans cette affaire et je peux vous assurer que ça prend aux tripes. C'est vraiment dégueulasse, on va dire ce qui est, on va mettre un mot sur cette chose. Je ne comprends pas comment des êtres humains peuvent arriver à faire ça à quelqu'un d'autre. Donc si vous êtes sensible, je vous préviendrai au moment où ça commencera à se corser sévèrement puisque je vais apporter pas mal de détails dans cette vidéo. Il n'y aura pas d'image puisque vous vous doutez bien qu'il n'y aura jamais d'image de ça et je ne préfère pas en montrer de toute façon, même en illustration. Mais voilà, je mettrai un trigger warning avant de passer sur ça, donc si vous êtes trop sensible vous pourrez skipper et vous comprendrez quand même le déroulé de l'histoire. Sur ce, trêve de blablaterie, installez-vous confortablement, la vidéo risque d'être assez conséquente. Prenez un truc à grignoter ou peut-être pas, ou alors arrêtez de manger quand je vous ferai le trigger warning. Et c'est parti pour l'histoire du jour. C'est donc le 29 mars 1989 que la police va tenter un coup de poker en faisant croire à Hiroshi Miyano que son copain l'a dénoncé pour meurtre. Coup de poker qui va être gagnant puisque finalement Hiroshi va reconnaître avoir tué quelqu'un. Et encore plus, au lieu de juste des paroles, il va conduire les enquêteurs via des cartes là où ils auraient placé le corps de leur victime. La police va se rendre sur place et rapidement tomber sur un baril mis à l'abandon dans un terrain vague et à l'intérieur de ce baril se trouve le corps d'une femme, ou en tout cas c'est ce qu'on imagine puisque à l'intérieur il y a du béton qui a été coulé, le corps est enseveli dans le béton, il reste juste quelques cheveux, un morceau de crâne qui dépasse, mais rapidement du coup on se rend compte qu'effectivement Hiroshi a dit la vérité, ils ont bien assassiné quelqu'un. Grâce aux empreintes digitales de la victime présentes dans le baril, on va pouvoir l'identifier et il s'agira d'une jeune fille âgée seulement de 17 ans nommée Junko Furuta. Je le dis d'avance, je prononce mal les noms, je le sais. Lorsque les enquêteurs sont de retour au commissariat dans les salles d'interrogatoire en face d'Hiroshi et de Joe, ils sont très loin d'imaginer l'horreur que va leur raconter ces jeunes garçons à peine majeurs. Des scènes juste insoutenables vont être entendues par les enquêteurs qui pourtant sont aguerris dans leur métier et en ont entendu des vertes et des pas mûres. Mais avant de s'intéresser au déroulé des faits, laissez-moi vous présenter la victime du jour, Junko Furuta, puisque effectivement elle est beaucoup plus intéressante, pour le moment en tout cas, que ces jeunes hommes à la cruauté extrême. C'est toujours intéressant de faire un point sur la victime et de rappeler qui elle était et surtout quelle vie elle aurait pu avoir si on lui avait pas couplé l'herbe sous le pied. Junko Furuta, c'est une jeune fille qui va naître et voir le jour en janvier 1971 à Misato dans la préfecture de Sei
Saitama. Pendant son adolescence, elle va étudier dans un lycée assez connu dans la région, et pas forcément en bien d'ailleurs, le lycée Yashio Minami. C'est un lycée qui est connu pour être extrêmement malfamé, puisque à l'intérieur de celui-ci, la plupart des étudiants ont rejoint l'organisation des Yakuza, ce qui fait que la violence règne et forcément c'est pas une ambiance très agréable pour pouvoir travailler. Malgré cela, Junko reste très sérieuse dans ses études, elle brille par ses notes, elle brille par sa personnalité, elle est assidue, ponctuelle, elle met un point d'honneur justement à réussir dans ses études pour pouvoir justement prétendre à une vie meilleure par la suite. C'est une fille extrêmement courageuse et surtout bosseuse, puisque à côté de ses études, donc à côté de son lycée, elle travaille 2 fois par semaine dans une usine de moulage de plastique pour pouvoir mettre un peu de sous de côté pour prétendre à potentiellement pouvoir voyager juste après son diplôme et fêter un peu eh bien l'obtention de ce dernier, mais également pouvoir profiter un peu de la vie. Voilà, elle cumule le lycée à l'âge de 17 ans ainsi qu'un travail à temps partiel à côté. Autant vous dire que c'est quelqu'un qui se donne les moyens pour pouvoir améliorer sa vie. À part ces informations-là, j'ai pas autre chose à vous dire, mis à part évidemment que Junko était studieuse, déterminée, courageuse, belle, pétillante. Voilà ce qu'était Junko. Une vie forcément pleine d'amour, de réussite, de projets, de joie, mais évidemment comme tout le monde aussi de défaites, de déceptions et peut-être de peine de cœur, mais tout ça malheureusement Junko ne pourra pas le vivre puisque malheureusement sa vie s'arrêtera à l'âge de 17 ans et surtout de façon extrêmement horrible. En 1988, Junko est au lycée et va croiser le regard d'un garçon et ce garçon ne restera pas indifférent à sa beauté. Ce garçon de 18 ans en face d'elle est un garçon assez connu dans le lycée puisque c'est un garçon plutôt brutal, connu pour justement avoir tout ce qu'il veut par la violence, et ce garçon va jeter son dévolu sur Junko. En même temps, vous avez vu les images passées, Junko est une fille magnifique, des beaux cheveux noirs, des yeux très profonds, voilà, vraiment une jeune fille en devenir, une femme magnifique, donc forcément ça ne laisse pas indifférent ce garçon. Il va sans surprise l'inviter à sortir et lui demander de sortir avec lui, chose que Junko va refuser catégoriquement, déjà parce qu'elle connaît la réputation de ce garçon et parce que ça ne l'intéresse pas, elle est déjà trop concentrée dans ses études et son travail à côté pour se consacrer à une vie, une relation amoureuse. Mais dans tous les cas, elle l'a rembarré tout simplement. Un simple refus, quelque chose d'assez banal puisqu'on a tous ou toutes recalé une fois dans notre vie quelqu'un. Il n'y avait rien de personnel en général, mais malheureusement cet acte aura des conséquences plus que dramatiques pour Junko et surtout beaucoup trop disproportionnées. Peu de temps après ce fameux refus de Junko envers ce garçon, si vous n'avez pas compris il s'agit d'Hiroshi, on se transporte au 25 novembre 1988. Hiroshi se balade dans les rues de la ville accompagné de l'un de ses amis, Shinji Minato. Les deux garçons ne sont pas là pour flâner ou faire les magasins, ils sont là pour repérer une fille afin de pouvoir la kidnapper et tranquillement la violer. Quelque chose d'extrêmement banal pour eux, c'est quelque chose qu'ils font très régulièrement, il n'y a rien de choquant là-dedans, ils font partie des Yakuza, ils font ce qu'ils veulent, ils se servent où ils en ont envie, c'est clairement ce qu'ils font d'ordinaire. Vers 20h30, le travail à l'usine de Junko Furuta se termine, un travail épuisant, elle est fatiguée, elle décide de prendre son vélo comme tous les soirs et de rentrer chez elle. Un trajet qu'elle emprunte tout le temps, qu'elle connaît par cœur, elle ne se méfie pas. Mais malheureusement, cette soirée-là, Junko n'atteindra jamais sa destination. Rapidement, Hiroshi l'aperçoit au loin, ça le fait sourire. Cette fille l'a humilié. Il est hors de question que ça en reste comme ça, mais surtout, il veut cette fille. Donc à ce moment-là, il va envoyer son ami, Shinji, pour la bousculer et la faire tomber de son vélo. Lui, il reste en retrait, et en fait, le but, c'est que Shinji agresse Junko, et que Hiroshi se passe en sauveur et vienne la relever, faire fuir Shinji, et comme ça, peut-être que, voilà, pour bomber le torse si vous voulez. Une fois qu'il a relevé Junko, Hiroshi va proposer à Junko de la raccompagner chez elle pour sa sécurité bien évidemment. Elle vient de se faire agresser, elle est sous le choc, alors forcément elle accepte. Même si elle ne porte pas Hiroshi dans son cœur, eh bien c'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un sur qui, voilà, pouvoir compter entre guillemets quand on rentre tard chez soi le soir, mais surtout qu'on vient de se faire agresser. Sans surprise, et rapidement, Junko va se rendre compte qu'Hiroshi ne l'emmène pas vers chez elle, et au contraire l'emmène vers un entrepôt sombre, glauque, froid, dans le but évidemment de ne pas se regarder dans le blanc des yeux toute la soirée. C'est à ce moment-là que l'horreur va commencer. C'est ici, dans cet endroit lugubre, glauque, que Hiroshi va violer Junko pour la première fois. Juste après, il va la traîner de force jusqu'à un hôtel pour la violer une seconde fois. Juste après avoir terminé cet acte déjà bien odieux, Hiroshi va téléphoner à ses amis. Bah oui, pourquoi pas en faire profiter tout le monde finalement.
Vers les coups de 3 h du matin, il va emmener Junko, qui est déjà pétrifié, mal en point, on peut imaginer la douleur physique et la douleur mentale, jusqu'à un parc où attendent justement tous les amis de Hiroshi. Ensemble, ils vont fouiller Junko au corps pour essayer de retrouver ses papiers d'identité et au moins retrouver une adresse dessus. Quand ils auront l'adresse de Junko, ils vont la menacer tout simplement en ayant connaissance de où vit sa famille. Eh bien, si tu fais quelque chose, si tu tentes quoi que ce soit, si tu essayes de t'échapper, on connaît ton adresse, nous on fait partie des Yakuza et on va tuer ta famille. Donc à ta place, je ne broncherai pas. Pétrifié, vous pouvez vous en douter, eh bien elle acquiescera et ne dira rien. C'est à ce moment-là que le groupe de jeunes va l'emmener de force jusqu'à une maison située à Ayase, dans le quartier d'Adachi. Cette maison, c'est la maison des parents de Shinji Minato. C'est pas une maison qui n'est pas occupée, c'est pas une maison voilà, de squat, c'est une maison occupée par des adultes, mais ils emmènent tous ensemble cette victime à ce domicile. Ça, on en reviendra forcément à un moment donné. Évidemment, les parents de Junko, en ne voyant pas leur fille rentrer le soir, commencent rapidement à s'inquiéter. C'est normal. Ils vont prévenir la police en disant que ce n'est absolument pas habituel de la part de Junko de ne pas rentrer le soir, mais surtout de ne pas prévenir. Donc, la police étant alertée, elle commence à lancer des recherches. En voyant ça, le groupe d'amis avec Hiroshi décide tout simplement de mettre un terme à ces recherches en forçant Junko à téléphoner à ses parents en leur disant qu'elle a fugué, c'est son choix, et qu'aujourd'hui elle est avec un ami, elle est en sécurité et qu'elle ne veut pas qu'on la recherche. Lorsque les policiers vont apprendre cet appel, évidemment, ils vont couper toutes les recherches qui étaient en cours. Alors on peut évidemment critiquer le travail des policiers, c'est évident, mais à chaque fugue, les policiers ne peuvent pas déployer des recherches monstrueuses, étant donné que ça a un coût pour le contribuable, donc en général ils sont soumis à de la pression et ils vont pas continuer. Pendant 40 jours, Junko va se retrouver captive dans cette maison. 40 jours où elle vivra l'enfer, et je crois même que l'enfer est petit à côté de ce qu'elle va vivre. Elle tentera évidemment de s'échapper à maintes reprises, en vain, et elle tentera également de supplier les parents de Shinji de la laisser partir et au moins de lui venir en aide. Parce que oui, les parents étaient présents dans la maison. Le problème, c'est que les parents sont complètement effrayés et apeurés par leur fils, Shinji, mais également par ses amis, Hiroshi et les autres, membres des Yakuza, et ils ont extrêmement peur pour leur vie et leur sécurité, et du coup, ne font rien. Je peux comprendre la peur, mais vous ne pouvez pas laisser une jeune fille de 17 ans se faire massacrer chez vous sans broncher. Leur indifférence et leur inaction conduira à la pire des expériences qu'on peut vivre en tant qu'être humain. On va commencer à rentrer dans les détails de la captivité de Junko. Ces détails sont extrêmement violents, donc si vous êtes sensible, je ne vous conseille pas, skippez un petit peu, mais je trouve ça important de le rappeler et de le mentionner parce que c'est ce qui fait que cette affaire est juste abominable et il faut comprendre tout ça pour pouvoir encore plus s'énerver par la suite, voyez-vous. Durant sa séquestration, Junko va vivre évidemment énormément de sévices. Dans ces sévices, on va retrouver, pendant sa séquestration, Junko va être affamée, battue, suspendue au plafond pour être utilisée comme sac de frappe par Hiroshi, Shinji et bien d'autres. Ils vont la forcer à manger des cafards vivants et à boire sa propre urine, à se toucher devant eux, à danser et chanter devant le groupe d'amis pendant qu'eux-mêmes la battent. Ils vont lui insérer des objets étrangers dans le corps, je ne vous précise pas par quel orifice. Parmi ces objets, on retrouvera une ampoule allumée, enfin une ampoule qui a été allumée pendant longtemps, donc bouillante, des pétards, des feux d'artifice. Ils vont lui brûler le clitoris avec des cigarettes. Ils lui arrachent le mamelon gauche, le téton gauche avec des pinces et lui percent les seins avec des aiguilles à coups. Déjà rien que là, vous pouvez juste imaginez l'enfer. Mais c'est pas fini. Lorsque la douleur est trop intense, que le calvaire est insoutenable, Junko s'évanouit. Le corps ne supporte plus. Quand elle s'évanouit, le groupe va tout simplement la prendre et la mettre soit dans une baignoire glacée, soit lui plonger la tête dans un seau d'eau rempli de glaçons pour qu'elle reprenne rapidement connaissance. Pourquoi ? Pour continuer à la torturer. Certains des complices d'Hiroshi et Shinji vont être officiellement identifiés. Parmi eux, on a Tetsuo Nakamura et Koichi Ihara qui vont être accusés justement du viol de Junko parce que leur ADN va être retrouvé dans le corps de cette jeune femme. Et à ce moment-là, je vous le dis ça maintenant parce que c'est dans l'ordre chronologique des choses, Kyoshi va prétendre que lui, il a été forcé de réaliser ses actes sur Junko par tout simplement menace de sa vie. Il a été menacé de mort s'il le faisait pas, donc il l'a fait. Lorsqu'il aura réalisé cet acte horrible sur Junko, il rentrera chez lui à ce moment-là et racontera tout à son grand frère en expliquant le calvaire que cette jeune fille vit là-bas, mais également ce qu'il a fait. Le grand frère prévient les parents de ce jeune homme et tous ensemble vont prévenir la police de ce qui se passe là-bas. Et aussi énervant que ça puisse paraître, la police va se rendre dans la maison de Minato, les jeunes vont refuser d'ouvrir à la police et la police va dire « Oh bah s'ils veulent pas ouvrir c'est qu'il y a rien, on rentre ».
c'est tout. Ne vous en faites pas, il y a eu justice, les 2 officiers de police qui étaient présents ce soir-là ont été renvoyés ensuite de la police quand l'affaire a éclaté. Effectivement, ils auraient pu sauver Junko à ce moment-là puisqu'elle était toujours en vie. En décembre, Junko va réussir à attraper un téléphone et appeler la police pour pouvoir être sauvée, mais Minato rattrapera le téléphone en disant que c'était une blague et un canular et la police s'en tiendra à bon compte. C'est pas comme si une patrouille avait déjà été envoyée là-bas sous les dires d'une famille, que cette jeune femme appelle, je suppose, en état de choc pas possible, on doit le reconnaître quand même au téléphone, mais malgré cela la police ne fera rien. À cause de tout ça, à cause du fait que ils ont été dénoncés une fois, que Junko a téléphoné à la police, les tortures vont s'intensifier. Ils vont asperger les pieds et l'entièreté des jambes de Junko d'essence avant d'y mettre le feu. À ce moment-là, ils vont introduire également une énorme bouteille en verre à l'arrière dans la nuque de Junko, ce qui va évidemment provoquer de graves saignements et des blessures internes conséquentes. À ce moment-là, Junko va être prise de convulsions, sans les trop, son corps ne supporte plus ce qui se passe, et vu que le groupe pense c'est du chiquet, eh bien ils vont rallumer encore une fois l'essence les flammes sur les jambes de Junko qui s'étaient éteintes, ils vont les rallumer une fois encore pour dire c'est du chiquet, tiens prends ça. Après des jours et des jours de calvaire, Junko va supplier Hiroshi et ses amis de mettre fin à ses jours, de la tuer, elle n'en peut plus, c'est plus vivable, elle ne le supporte plus, son corps est épuisé, c'est trop, elle les suppliera de la tuer, mais non, c'est beaucoup plus drôle de garder quelqu'un en vie et de pouvoir se défouler dessus. Ils vont la forcer à dormir sur un balcon pendant l'hiver et l'enferment également dans un congélateur le reste du temps. Quand il y aura le procès qui va s'ouvrir, l'un des ravisseurs va dire au tribunal que Junko était dans un si mauvais état, ses jambes étaient tellement broyées, à force d'avoir été brûlées et tabassées, que juste pour descendre en bas, aller aux toilettes, il lui fallait plusieurs heures pour se déplacer. Juste imaginez-vous, plusieurs heures pour réussir à descendre un escalier pour aller faire pipi, parce que vos jambes ne sont plus en état de marche. En raison de la gravité de ses blessures internes et externes, Junko va perdre le contrôle de sa vessie et devenir incontinente. Elle vomit l'eau qu'elle boit, elle vomit la nourriture qu'elle ingère, son corps est à bout de force. La voir vomir partout, se soulager partout est très énervant pour le groupe d'Hiroshi. Et c'est pourquoi ils vont encore plus la torturer à cause de ça. Après ces traitements, Junko devient complètement méconnaissable. Son nez est complètement éclaté, rempli de sang et tellement rempli de sang qu'elle ne peut plus respirer par les narines et est obligée de respirer par la bouche. Ses plaies n'étaient jamais soignées, ses fractures non plus, donc tout va s'infecter et qui dit infection dit odeur nauséabonde. Une odeur de pourriture va se dégager du corps de Junko tellement il est en train de pourrir. Je rappelle qu'elle est toujours vivante. À ce moment-là, les garçons n'ont plus aucun intérêt sexuel pour Junko, elle ne les attire plus, c'est plus intéressant. Et c'est pourquoi ils vont même aller violer et kidnapper une autre femme de 19 ans, la ramener chez eux et la violer, tout simplement, puisque là Junko, elle ne sert plus à rien, donc autant aller chercher ailleurs. Le 4 janvier 1989, après avoir perdu une partie de Mahjong, un jeu de société, les 4 garçons présents dans la maison vont battre Junko pendant près de 2 heures. Ils vont la battre avec une barre de fer, ils vont également brûler ses paupières avec de la cire chaude, ils vont la forcer à tenir debout et frapper ses pieds avec des bâtons. À ce moment-là, le corps ne tient pas, les jambes sont déjà beaucoup trop faibles, le corps de Junko va tomber, elle va se cogner contre une chaîne stéréo et commencer à convulser. Attention, c'est hard ce que je vais dire. À ce moment-là, Junko saigne beaucoup, son corps feinte, il y a du pu partout, et du coup les jeunes vont mettre des gants et des sacs en plastique s'enrouler autour de leurs mains pour pouvoir continuer à la battre sans se mettre du sang ou du pu sur eux. Voilà. Ils vont laisser volontairement tomber des haltères de plusieurs kilos sur le ventre, de haut sur le ventre de Junko, et ensuite, encore une fois, mettre du combustible sur tout son corps et y mettre le feu pendant qu'elle est vivante. Une fois leur sombre besogne terminée, les jeunes s'en vont, la laissent comme ça, et quand ils reviendront, ils retrouveront le corps de Junko sans vie. Cette fois-ci, son corps était arrivé au bout. Je pense que c'est la plus belle chose qui a pu lui arriver à ce moment-là, puisque de toute façon la police ne comptait pas l'aider. Je pense que 40 jours d'enfer, c'est déjà beaucoup trop. Il faudra attendre quand même 24 heures pour que le frère de Shinji Minato, donc le frère de Nobura Haru, je vous le dis, Nobura Haru, c'est voilà, ça fait partie des tortionnaires, appelle Shinji pour dire que elle est morte en fait, ça y est, c'est fini. À ce moment-là, le groupe craint d'être arrêté pour meurtre et c'est pourquoi ils vont emballer le corps de Junko dans une bâche et vont la transporter avec un sac de voyage. Ils vont la mettre ensuite dans un bidon, une sorte de baril en plastique, avant de couler par-dessus du béton pour la lance-levelire à l'intérieur. Et vers 20 h, ils vont tout simplement enterrer le baril rempli de béton dans un trou recouvert de terre à Koto. Voilà pour le calvaire qui aura duré 40 jours sur Junko. J'ai pas précisé d'ailleurs, mais ils étaient 4-5 dans le groupe à la torturer
principalement, mais faisait également venir énormément d'amis et de connaissances du groupe des Yakuza pour se servir de Joko comme objet sexuel. Ils estiment à ce qu'il y ait une centaine de personnes différentes qui ont violé Junko dans cette maison. Sans surprise, dans l'interrogatoire, dans la salle d'interrogatoire où se trouve Hiroshi pour, encore une fois, je le rappelle, à la base c'était pour le viol d'une jeune fille de 19 ans, lorsqu'il raconte toute cette histoire, c'est évident, tous les complices principaux sont dénoncés et un jugement et un procès sera rendu. Au vu de l'atrocité des crimes et de l'horreur de ces derniers, les accusés seront jugés en tant qu'adultes. Pourtant, au moment des faits, ils étaient encore mineurs et au Japon, une loi existe concernant les criminels mineurs pour que leur identité ainsi que leurs photos ne soient jamais révélées pour préserver, entre guillemets, leur identité. C'est une loi là-bas. Mais les journalistes ne l'entendent pas de cette oreille et les journalistes précisément du Shukan Bunshun vont retrouver et publier l'identité de chacun des accusés pour les publier dans leurs journaux. Durant le procès, les accusés vont tous plaider coupables, très compliqué de faire autrement, et ils plaident coupables pour avoir une charge réduite qui va se résumer simplement à commis des blessures corporelles ayant causé la mort, plutôt que meurtre. Ça déjà je ne comprends pas, c'est un meurtre. Ils l'ont kidnappée, torturée et tuée. Elle est morte au bout de 40 jours, mais vu ce qu'elle a subi, elle aurait pu mourir bien avant. En juillet 1990, un tribunal de première instance condamne Hiroshi Miyano, le chef présumé du crime, à 17 ans de prison. Il va faire appel de cette sentence et le juge en charge de l'affaire à l'époque, le juge de la haute cour Tokyo Ryoji Yanase, le condamne à 3 ans supplémentaires, soit une peine totale de 20 ans de prison. Il faut savoir que cette peine de 20 ans est la deuxième plus élevée prononcée au Japon avant la prison à vie. Il avait 18 ans, Hiroshi, au moment des faits, et du coup vivra que 20 ans. 20 ans, c'est tellement rien. Je suis désolée, mais à 18 ans plus 20 ans, à 38 ans, il sort de prison, il vit sa best life, c'est-à-dire qu'il a retiré la vie à cette jeune fille. Je ne comprendrai jamais ces genres de sentences, mais bon. Les parents, donc la mère de Miyano, donc la mère de Hiroshi, va envoyer aux parents de Junko l'équivalent de 50 millions de yens à l'époque, ce qui fait environ 300 000 euros si on fait la conversion. Après avoir vendu la maison familiale pour compensation, c'est pas grand chose, mais bon, les parents s'en veulent énormément, même si c'est pas leur acte, hein, c'est leur fils. Hiroshi va être libéré sur parole en 2009, puis il va être de nouveau arrêté en 2013 pour fraude, mais ça restait des soupçons, donc sera relâché faute de preuves. Pour la participation au crime, Joe Ogura, que vous avez vu qui a été arrêté en même temps qu'Hiroshi, lui va faire seulement 8 années de prison, juvénile d'ailleurs, avant d'être relâché en août 1999. Il va changer de nom pour celui de Joe Kamisaku, et en juillet 2004, il va être arrêté pour avoir agressé une connaissance qu'il pensait être en train d'éloigner sa petite amie de lui. Joe est condamné à 7 années de prison supplémentaire pour le passage à tabac, et sa mère, écoutez bien ça parce que ça c'est très énervant, la mère de Joe Ogura, donc Joe Kamisaku de son nouveau nom, va vandaliser et souiller la tombe de Junko Furuta en déclarant que cette fille a ruiné la vie de son fils. C'est Junko qui a ruiné la vie de son fils. Mais c'est le monde à l'envers. Ces gens-là, au bûcher, vraiment. Les frères Minato vont être évidemment condamnés. Les frères qui vivaient dans la maison de leurs parents et qui ont emmené Junko, ils vont être condamnés à l'origine à une peine de 4 à 6 années de prison et vont être de nouveau condamnés à 5 à 9 ans par le juge qui était en place à ce moment-là en appel. Oui, vous avez bien entendu, 5 à 9 ans de prison pour avoir torturé de la pire des manières une jeune fille de 17 ans pendant 40 jours. Les parents et le frère de Minato n'ont pas été inculpés. Dire que c'est dans leur maison que le drame s'est passé. Ils n'ont pas été inculpés. Mais les parents de Junko ne comptent pas en rester là. C'est hors de question qu'ils ne payent pas, dire qu'ils savaient ce que leur fille vivait et que pour autant ils n'ont rien fait, sans compter les peines extrêmement faibles données aux accusés. Ils vont emmener en procès civil tout simplement les parents de Minato, etc., etc. et vont gagner. C'est peu, certes, mais au moins ils auront gagné cette partie-là. Après sa libération, Hiroshi Minato va emménager chez sa mère et en 2018, Minato va être arrêté pour tentative de meurtre après avoir battu un homme de 32 ans, après l'avoir battu avec une barre de fer et lui avoir tranché la gorge. Voilà. On ne condamne qu'à 4 à 6 ans un gamin qui, encore mineur, arrive à faire des actes aussi odieux sur une jeune fille de 17 ans. On estime quoi? Enfin, j'arrive pas à comprendre. On lui met que ça en espérant que ça ira mieux. C'est un psychopathe. Et ben, preuve en est, il a été tout de suite, quelques années après, il a retenté de tuer quelqu'un. Et là, il a été arrêté en 2018. Aujourd'hui, la plupart des bourreaux de Junko sont totalement libres, voilà. Ils vivent leur best life, tout simplement. Ils ont été libérés et ils ont fait des peines minimes pour les actes qu'ils ont commis. Aujourd'hui, tout le monde est libre, voilà. Pendant que Junko, elle, sa vie a été raflée de la pire des manières, et bien eux continuent à vivre paisiblement. Je ne comprends pas la justice. Vraiment,
sincèrement, dans les affaires comme ça, je ne comprends pas la justice. Il n'y a pas de justice, je suis désolée. Quand tu tortures 40 jours, mais c'est même plus torturer. Pour moi, c'est même au-delà de la torture. Quand on voit les sévices qui ont été infligés à Junko, comment on peut condamner quelqu'un? Le chef, l'investigateur a que 20 années de prison, ça aurait dû être prison à vie, et que tous les autres qui participaient chaque jour à la torture, à 8 ans. Cette histoire m'a retourné le cerveau, le bide, tout, elle était horrible. Ça me fendait le cœur de voir que cette jeune fille qui se donnait les moyens n'aura jamais la vie en fait qu'elle imaginait, parce que, eh bien, des hommes ont décidé que non, et lui ont enlevé la vie de la pire des manières. Vraiment, comment un être humain peut faire ça à un autre? Autant de violence, j'arrive pas à le concevoir. J'arrive pas à concevoir que c'est possible. La plupart des cas de tueurs en série ou des cas de meurtre sont affreux, horribles, les victimes n'ont rien demandé, mais souvent leur calvaire est abrégé. Là, 40 jours de torture par plusieurs personnes. Je suis sûre et certaine quasiment que cette histoire, vous la connaissez, elle est extrêmement connue. Je sais que cette fois-ci, je savais que cette vidéo allait être forcément connue par beaucoup de personnes. Mais cette histoire, je voulais la traiter, ça me tenait à cœur parce que je la connaissais depuis longtemps, mais je trouve ça tellement horrible et cette jeune fille mérite qu'on parle d'elle, mérite qu'on parle de ce courage qu'elle avait, de cette façon de bosser, enfin tout. Je trouve que c'est tellement horrible comme histoire que voilà, je voulais vous la raconter. Peut-être que quelqu'un ne la connaissait pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un grand mot. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker et à commenter et me donner vos impressions dans l'espace commentaire. À vous abonner, c'est hyper important. Vous êtes encore nombreux à regarder mes vidéos, à ne pas être abonnés. N'hésitez pas, ça m'aide à faire grandir la chaîne aussi. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma petite boutique en ligne. Je vous en ai pas parlé en début de vidéo, je vous en parle un peu ici. Pour ceux qui ne savent pas, je suis artisane dans la vie, donc je fais beaucoup de créations fait main, des tableaux, des plateaux, je fais beaucoup de choses, jusqu'aux petits cendriers, aux petites figurines. J'ai une boutique en ligne où je vends mes créations, j'ai également un compte TikTok où je partage mes créations, où vous pouvez me rejoindre sur les réseaux. D'ailleurs, une fois par semaine, le jeudi, je fais un live sur TikTok, donc si vous voulez passer me voir en live, faut pas hésiter. Je suis en live où j'emballe des commandes, où voilà, je montre un peu ce que je fais. Voilà, le but c'est aussi d'échanger avec ma communauté à ce moment-là. Donc n'hésitez pas à venir nous voir le jeudi à partir de 21 h, je suis en live. Je vous mets mon profil TikTok, sinon il est dans ma barre d'infos. Et sur ce, écoutez, je vous dis à lundi prochain pour une prochaine vidéo. Adieu.